Bonjour chers téléspectateurs, merci de suivre Diaspora TV. Comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler de la RDC. La semaine dernière s'est tenue à Genève une conférence internationale qui était censée mobiliser des fonds pour la situation humanitaire qui est jugée préoccupante par les acteurs sur le terrain. Mais comme vous le savez, le gouvernement de la RDC n'a pas participé à cette conférence humanitaire. Alors, pour en savoir plus sur le pourquoi, nous avons voulu interroger les autorités. Et aujourd'hui, c'est avec un honneur que nous recevons son Excellence M. Zenon Mukanga Gueye, qui est le représentant permanent, ambassadeur de la RDC auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi votre pays a décidé de boycotter cette conférence humanitaire qui était censée lever 1,7 milliard de dollars pour justement faire face à cette situation humanitaire que beaucoup d'acteurs sur le terrain jugent assez préoccupante? Alors pourquoi, Son Excellence, votre pays n'a pas participé? Alors, nous n'avons pas participé à cette conférence pour des raisons évidentes. Vous savez, premièrement, que ces raisons tiennent d'abord à la nature de la situation elle-même sur terrain. Ça, c'est de un. Et puis de deux, la manière dont les fonds devaient être affectés. Et troisièmement, la façon dont la conférence a été préparée. Je m'explique. D'abord, en ce qui concerne la situation sur terrain, vous allez constater que les chiffres qui ont été donnés par les ONG internationales ne sont pas conformes à nos chiffres. Ça, c'est de un. C'est comme si on voulait comparer une situation d'un malade qui souffre de la malaria et à qui on dit que pour l'aider, il faut qu'il accepte qu'il a le sida. C'est un peu cette situation que nous avons vécue. Nous savons qu'il y a une crise humanitaire dans notre pays, mais cette crise humanitaire a été exagérée par OCHA et par les ONG internationales. En ce qui concerne les chiffres, comme je vous ai dit, nous sommes dans les 230 000 déplacés internes. Mais les chiffres qui sont donnés par les autres sont au-delà de 4 millions. Et en totalité, on vous parle d'une crise humanitaire d'une gravité égale à la crise qui sévit actuellement en Syrie ou au Yémen. Nous avons considéré qu'il y a de l'exagération déjà dans la qualification et comme vous le savez, le niveau de cette crise a été élevé au niveau L3. Le niveau L3, c'est dans des situations où l'État a cessé d'exister, où la guerre fait rage, où il y a des bombardements. Est-ce que c'est la situation que nous avons en République démocratique du Congo maintenant, objectivement parlant? Nous disons non. Il y a une crise, il y a une situation dans le Kivu, il y a une situation dans le Kasaï, il y a une situation dans le Tanganyika, mais pas autant qu'on la présente. Donc nous considérons qu'il y a eu de l'exagération. Alors, dans les préparatifs même de la conférence, vous savez que nous sommes le pays concerné. C'est-à-dire que notre collaboration était plus qu'attendue dans la façon d'organiser cette conférence, notamment dans la rédaction des termes de référence. Nous n'avons pas été associés et nous avons estimé qu'au lieu de nous imposer une situation, il fallait plutôt que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions mettre sur pied les termes de référence de manière à ce que nous puissions évoluer de commun accord. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi vous n'avez pas été associé, Excellence? Ah, mais c'est ça la question, justement. Nous avons été contactés comme un pays invité. Nous disons non, ça n'a pas de sens. Les populations congolaises, ce sont nos populations à nous. Et la crise qui sévit, c'est une responsabilité première du gouvernement. Nous ne devrions qu'être associés. Nous sommes un pays en situation post-conflit, il est vrai, mais nous sommes aussi un pays qui est engagé fermement dans un processus d'organisation des élections. Et nous estimons que
lorsqu'on se retrouve dans un processus comme celui-là, la première des choses à faire, c'est de faire en sorte que les compatriotes qui se sont déplacés reviennent au bercail, récupèrent leur maison. Et donc, pour nous, la clé, c'est la réintégration de nos compatriotes. Ce n'est pas les garder dans des camps, amener des aides pour leur créer des puits d'eau, leur donner des bâches pour qu'ils s'abritent. Non, c'est pour les faire revenir. Et sur ce genre de questions, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est proposé ailleurs. Voilà pourquoi nous avons estimé que cette conférence ne devait pas être organisée de la manière dont ça a été organisé. Et nous avons boycotté, pas de manière tout à fait brutale. Nous avions demandé à nos partenaires de nous asseoir, d'aplanir nos différends et de revenir sur la table. Mais cela n'a pas été fait malheureusement. Voilà pourquoi nous n'avons pas participé à cette conférence. Oui, Excellence, vous mentionnez le niveau L3 de l'OCHA, mais vous savez très bien que ces niveaux sont temporaires. Et puis, ça concerne certaines régions, pas toute l'étendue du territoire. Justement, ça concerne certaines régions, pas toute l'étendue du territoire, mais en même temps, ce n'était pas vrai que le niveau avait atteint le L3. Parce que le L3, c'est le niveau le plus catastrophique. C'est le niveau chaotique. Et l'image que ça donne au monde, c'est que le pays est infréquentable. Alors que nous sommes un pays qui est en train d'organiser les élections. Pourquoi donner cette image? En quoi ça nous aide? Au contraire, ça repousse les investisseurs. Voilà pourquoi nous avons estimé que nous n'avons pas parlé le même langage avec les ONG internationales, que nous ne sommes pas mis d'accord sur les termes de référence et que nous n'avons pas une même vision de l'affectation même des fonds. Okay. Et vous ne pensez pas, Excellence, qu'avec ce boycott, l'idée se renforce auprès de la communauté internationale que le gouvernement en place à Kinshasa en fait, est plus intéressé par se maintenir au pouvoir que par les populations civiles qui font face à ces crises? Nous ne pensons pas parce qu'en fait, un gouvernement qui a le souci de se maintenir au pouvoir ne devait pas mettre tous ses efforts dans l'organisation des élections. Nous aurions dû dire, bon, écoutez, nous allons rester. Ce n'est pas en organisant les élections qu'on veut se maintenir au pouvoir. Au contraire, c'est la seule voie de sortie qui nous reste à ce niveau. Organiser les élections pour qu'il y ait passation de pouvoir. Voilà la volonté. Et vous savez combien le gouvernement s'est investi dans l'organisation de ces élections. Les différents obstacles qui se dressaient sur le chemin ont été levés un à un. Aujourd'hui où je vous parle, les opérations d'enrôlement sont complètement et totalement terminées. Nous avons tourné la page à l'enrôlement, le fichier électoral a été rétabli, il a été nettoyé et maintenant le chemin est plus que balisé pour aller aux élections de manière irréversible. Voilà un gouvernement qui veut et qui aime son peuple. Okay. Dites, Excellence, on va passer à une autre question concernant la diaspora. Parce que vous savez, la diaspora aujourd'hui est très divisée. Donc il y en a qui pensent que si aujourd'hui le pays est dans cette situation de statu quo, c'est surtout à cause du gouvernement, tandis qu'il y a d'autres qui pensent que c'est plutôt la communauté internationale qui maintient ce statu quo. Alors selon vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui explique cette dichotomie déjà, cette divergence de point de vue? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez exactement? C'est quoi la réalité? La divergence de point de vue, elle est tout à fait normale. Parce que c'est en démocratie, c'est en liberté que les gens réfléchissent. Il n'était pas normal que les gens réfléchissent tous de la même manière. Et je crois que c'est tout à fait normal que les uns pensent que c'est le gouvernement et que les autres disent que c'est la communauté internationale. Mais la vérité dans tout ça, elle est simple. D'abord, nous avons beaucoup de considération pour la diaspora, pour notre diaspora, et nous pensons que le travail que la diaspora fait est un travail formidable parce qu'en fait, c'est cette même diaspora qui, lorsque vous regardez, d'ailleurs même dans la configuration du gouvernement, la plupart de nos ministres sont venus de la diaspora. Mon patron lui-même, c'est un ancien de la diaspora. Il a milité dans ce pays ici. Monsieur Shehu Kitundu. Shehu Kitundu. Oui. C'est un ancien de la diaspora. Donc les gens qui tiennent les arènes du pouvoir, c'est la diaspora elle-même. Et donc, il est tout à fait normal que le point de vue soit divergent entre
les compatriotes dans la diaspora. C'est le cas d'ailleurs des compatriotes qui sont restés au pays. Alors, pourquoi cette divergence? C'est parce que nous, par contre, ce que nous pensons, c'est que le boycott ne devait pas renforcer les sentiments selon lesquels on n'aime pas le pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous aimons le pays, nous aimons nos populations, c'est pour cela que nous nous battons, pour que les élections soient organisées et pour qu'il y ait passation de pouvoir de manière à ce que nous puissions vivre paisiblement dans notre pays et que nous puissions le développer. Voilà, nous ne pensons vraiment pas qu'il y a une intention de vouloir s'éterniser au pouvoir. Et quel rôle, Excellence, pensez-vous que justement la diaspora pourrait-elle jouer dans le processus de développement et d'amélioration, n'est-ce pas, du quotidien des Congolais? Nous pensons que la diaspora joue un rôle très capital. Vous savez que lorsque nous prenons en considération l'aide au développement, oui, que nous comparons l'apport de la diaspora par rapport à l'aide au développement, l'apport de la diaspora est de loin supérieur aux prévisions de l'aide au développement, pas seulement dans notre pays, mais dans la plupart des pays de l'Afrique. Et l'histoire retiendra que la diaspora a apporté une contribution très appréciable, n'est-ce pas, dans le développement de beaucoup de pays. Je peux citer l'Inde, je peux citer la Chine, je peux citer la Corée. Et ce sont des exemples qui montrent que la diaspora peut jouer un rôle capital dans le développement d'un pays. Nous sommes conscients aussi du rôle que notre diaspora est en train de jouer. C'est pour cela que nous approchons davantage cette diaspora, nous l'encourageons davantage, parce que si vous regardez aujourd'hui, vous allez au Congo, vous allez constater que le boom immobilier qui a eu lieu depuis un certain nombre d'années aujourd'hui est principalement l'œuvre de la diaspora. Les Congolais de la diaspora ont beaucoup construit. La plupart des petits hôtels qui pullulent partout dans Kinshasa, ce sont l'œuvre de la diaspora. Et donc, l'apport de la diaspora est très important et très capital. C'est pourquoi nous allons vers la consolidation des liens entre le gouvernement et la diaspora. Et d'ailleurs, l'une des avancées que nous avons opérées cette année-ci, c'est d'associer la diaspora au processus électoral. C'est-à-dire que dans la marche vers la tenue effective des élections, après le nettoyage du fichier électoral, il est prévu que la diaspora congolaise soit associée. C'est-à-dire que cette fois-ci, la diaspora va voter et élire ses dirigeants. Voilà une considération à l'égard de cette diaspora. Et la diaspora, Excellence, elle sera représentée aussi? Est-ce qu'il y aura des députés ou sénateurs qui représentent la diaspora ou pas encore? Oh, mais s'ils doivent participer aux élections. Ouais. C'est aussi une façon de dire qu'ils ont un quota dans la députation et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a des Congolais de la diaspora qui sont candidats président de la République, il y a des Congolais de la diaspora qui sont candidats députés, il y a des Congolais de la diaspora qui sont candidats gouverneurs, et donc c'est leur droit, c'est le droit de tout Congolais. Il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucune différence entre les Congolais de la diaspora et ceux qui vivent au pays. Très bien. Je vais enchaîner, Excellence, avec une autre question, cette fois très sensible. Vous savez que les avoirs de certains dirigeants dignitaires du régime en place ont été gelés dans plusieurs pays en Occident. Et j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous interprétez cela et puis qu'est-ce que vous pouviez dire, n'est-ce pas, par rapport à cette situation? Geler les avoirs de certains dirigeants du pays, je considère ça comme une action mal dirigée. Très mal dirigée, parce que lorsque vous n'avez qu'à voir, les avoirs ont été gelés et après ça produit quoi? Les gens n'ont plus voyagé dans certains pays du monde et après ça produit quoi? Par contre, ce qui est important, c'est de nous aider à faire en sorte que nous puissions avancer dans le processus électoral actuel pour que nous puissions sortir de ce long moment qui a fait que les élections ne se sont pas tenues de manière prompte. Donc, c'est cela qui nous intéresse. Très bien. Donc, vous êtes optimiste, Excellence, que les élections se tiendront comme prévu, selon le calendrier? En tout cas, s'il n'y a rien qui vienne perturber le calendrier actuel, il a été publié, nous le respectons, nous ne voyons pas
ce qui viendra faire obstacle à la tenue des élections. En tout cas, tout le monde est engagé. Et si vous suivez l'actualité, vous allez voir que tous les états-majors sont en ébullition, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir. Et donc, les Congolais sont en train de se préparer pour les élections. Très bien. Ben, pour conclure, Excellence, merci. J'aimerais juste, étant donné que vous faites partie de ces afro-optimistes, vous pensez que l'Afrique, justement, et la diaspora pourront être déterminants dans les années à venir. Alors, selon vous, lorsqu'on regarde aujourd'hui l'Afrique, l'indicateur qui vient le plus souvent, c'est la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Donc, à votre humble avis, comment pensez-vous que l'Afrique aujourd'hui et sa diaspora peuvent contribuer de manière efficace à éradiquer la pauvreté? Vous savez, pour éradiquer la pauvreté, c'est-à-dire que là, nous parlons du développement de l'Afrique même. Et la solution, elle est simple. Que l'Afrique arrive à un niveau où elle exploite ses propres richesses pour mettre fin à la pauvreté de ses populations. Parce que lorsque vous observez la manière dont les choses se passent, il y a plus de pression étrangère. Les Africains n'ont pas les mains libres pour exploiter leurs propres richesses au bénéfice de leur population. Il faut que nous puissions acquérir cette indépendance. Nous avons eu l'indépendance politique, mais nous n'avons pas encore l'indépendance économique. Il faut que cette indépendance économique suive pour que l'Afrique puisse se développer. Merci. Sur ces mots, donc, nous allons terminer cette interview avec son Excellence. Merci bien, Monsieur Zenon Mukongo-Ngaï. Je rappelle, vous êtes l'ambassadeur, représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies et d'autres organisations internationales ici à Genève. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci aux téléspectateurs de Diaspora TV et bonne continuation.